Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé comment tu te sentais vraiment? Et tu as répondu « je vais bien » ou « je suis fatigué » ou même « je suis stressé » alors que tu savais au fond de toi que ce mot ne couvrait pas la moitié de ce qui se passait à l'intérieur et que tu n'avais tout simplement pas les mots pour aller plus loin. Pas parce que tu manques d'intelligence, loin de là. Pas parce que tu manques de profondeur, mais parce que personne ne t'a jamais vraiment appris à nommer ce que tu vis avec précision. On t'a appris les mathématiques, on t'a appris l'histoire, la grammaire, les langues. On t'a peut-être appris à lire un bilan comptable ou à présenter un dossier devant un comité de direction. Mais le langage de tes propres émotions? Silence radio, néant total. Comme si c'était une compétence qui devait s'acquérir toute seule, dans un coin, sans manuel et sans professeur. Aujourd'hui, on va parler de ce silence-là et de ce qu'il coûte. Bienvenue sur Blooming Elite, le podcast qui enlève les masques des femmes qui réussissent à l'extérieur, mais qui étouffent un peu à l'intérieur. Soyons clairs dès le départ. Je ne suis pas là pour te faire du développement personnel de comptoir, basé sur des attitudes positives, des bains de forêt et des citations Instagram. On va faire de la haute chirurgie. On va parler de mindset, de finance, de psychologie profonde, de biologie. Mais on va aussi aller fouiller sans tabou dans les coulisses de l'intimité du couple, de la sexothérapie et du vrai pouvoir personnel. Installe-toi confortablement, prépare ton matcha ou ton thé de prédilection et s'il te plaît, évite de m'écouter en répondant à 3 messages urgents en même temps. Suspends le temps. On commence aujourd'hui un voyage qui va changer ta trajectoire. Je vais te poser une question et je veux que tu y répondes honnêtement, là, maintenant, sans réfléchir trop longtemps. Comment tu te sens en ce moment? Pas globalement, pas ça va, précisément, avec le mot exact. Si les seuls mots qui te viennent sont bien, fatigué, stressé ou à bout, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas un hasard. Il existe un concept en psychologie et en neurosciences qui s'appelle la granularité émotionnelle. C'est un terme développé et étudié en profondeur par Lisa Feldman Barrett, neuroscientifique à Harvard, et ses recherches ont produit des résultats qui méritent qu'on s'y arrête sérieusement. La granularité émotionnelle, c'est la capacité à distinguer et à nommer ses états émotionnels avec précision et nuance. C'est la différence entre quelqu'un qui dit « je suis mal » et quelqu'un qui peut identifier « je ressens de la honte » mêlée d'une peur très précise du jugement de cette personne en particulier. Et en dessous de ça, une vraie colère contre moi-même d'avoir laissé son opinion compter autant. Tu vois, ce ne sont pas deux façons différentes de dire la même chose. Ce sont deux états neurobiologiques complètement distincts. Parce que Barrett a montré quelque chose de fondamental. Ton cerveau utilise les concepts émotionnels que tu as à disposition pour construire tes émotions en temps réel. Si tu n'as pas le mot, ton cerveau a beaucoup plus de mal à traiter ce que tu vis. L'émotion reste donc dans un état flou, diffus, non résolu. Elle circule dans ton système sans trouver de case où atterrir. Et une émotion qui n'atterrit nulle part, eh bien, c'est une émotion qui s'accumule. Les personnes avec une haute granularité émotionnelle, celles qui ont un vocabulaire riche et précis pour nommer ce qu'elles vivent, présentent des profils très différents de celles avec une faible granularité. Elles régulent leurs émotions plus efficacement. Elles prennent de meilleures décisions sous pression. Elles ont des relations plus satisfaisantes. Elles consomment moins d'alcool en période de stress. Elles consultent moins souvent pour des symptômes physiques inexpliqués. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie. Le mot juste agit directement sur ton système nerveux. Et maintenant, la vraie question, c'est combien de mots émotionnels est-ce que tu utilises réellement au quotidien? Pas ceux que tu connais théoriquement, ceux que tu utilises pour toi-même, dans ta tête,
quand tu essaies de comprendre ce que tu vis. La plupart des adultes tournent avec une dizaine de mots émotionnels. Bien, mal, stressé, fatigué, heureuse, triste, en colère, anxieuse, déçue, dépassée. Et c'est tout, pour décrire l'infinité de ce que l'être humain peut ressentir. C'est comme essayer de peindre la mer avec 3 couleurs. Qu'est-ce qui se passe exactement quand tu n'as pas le mot? Ton cerveau reçoit un signal émotionnel. Quelque chose se passe, une situation, une interaction, une pensée, et ton système limbique s'active. Ton amygdale traite l'information, déclenche une réponse physiologique. Ton cœur s'accélère légèrement. Ton cortisol bouge. Tes muscles changent de tonus. Quelque chose se passe dans ton corps en temps réel. Et ton cerveau cherche un concept pour catégoriser ce qu'il vient de recevoir, pour lui donner un sens, pour savoir quoi en faire. Si le concept est disponible, si le mot existe dans ton vocabulaire émotionnel, ton cortex préfrontal peut entrer en jeu. Il peut traiter, réguler, intégrer. L'émotion est reconnue, traversée, et le système peut se remettre à l'équilibre. Si le concept n'est pas disponible, si tu n'as pas le mot précis, ton cerveau fait quelque chose d'assez fascinant et assez problématique. Il utilise le concept le plus proche disponible, même si ce n'est pas tout à fait ça, même si ça ne correspond pas, même si ça ne correspond pas vraiment à ce que tu vis, parce que ton cerveau préfère une mauvaise catégorie à pas de catégorie du tout. Et quand tu mets le mauvais mot sur ce que tu vis, tu te coupes de ta propre réalité intérieure. Par exemple, tu dis « je suis stressé », alors que ce que tu vis, c'est de la honte. Et la honte et le stress ne se traitent pas de la même façon. Ils ne demandent pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes origines. Et si tu traites de la honte comme du stress, tu vas faire du sport, tu vas te coucher tôt, tu vas gérer ton agenda, tu vas travailler sur le mauvais problème, et tu vas te demander pourquoi rien ne change vraiment. Et si tu dis « je suis fatigué », alors que ce que tu vis c'est le deuil d'une version de ta vie que tu as abandonnée sans vraiment en prendre conscience, le deuil d'une relation qui s'est dégradée en silence, le deuil d'une ambition que tu as mise de côté parce que le moment n'était jamais vraiment le bon. Et le deuil ne se soigne pas avec des nuits de 8 heures. Si tu dis « je suis en colère », alors que sous la colère il y a de la peur, et sous la peur il y a de l'amour, et si tu restes au niveau de la colère sans descendre voir ce qui est en dessous, tu ne touches pas à ce qui compte vraiment. Tu vois, la précision du mot n'est pas un exercice littéraire. Alors tu comprends? Alors tu vois, la précision du mot n'est pas un exercice littéraire. C'est une chirurgie de précision sur ta propre intériorité. Et il y a quelque chose d'encore plus vertigineux dans tout ça. Alexithymie. C'est un mot que tu n'as probablement jamais entendu et qui pourtant décrit quelque chose que beaucoup de femmes performantes vivent sans le savoir. L'alexithymie, littéralement pas de mots pour les émotions, en grec, c'est une difficulté à identifier et à décrire ses propres états émotionnels. Rassure-toi, ce n'est pas une maladie, c'est un spectre, et on estime qu'environ 10% de la population présente des traits alexithymiques significatifs, avec une prévalence plus élevée chez les personnes ayant grandi dans des environnements où les émotions n'étaient pas nommées, validées ou accueillies. Autrement dit, si personne ne t'a appris à nommer ce que tu ressens quand tu étais enfant, ton cerveau a développé une sorte de cécité émotionnelle partielle. Tu ressens, mais tu ne vois pas ce que tu ressens. Et tu ne sais surtout pas comment l'appeler. J'aimerais bien qu'on parle maintenant de ce que cette imprécision coûte concrètement. Pas en termes abstraits, dans ta vie réelle, dans tes décisions réelles, dans tes relations réelles. Le premier coup, ce sont tes décisions. Les émotions ne sont pas l'opposé de la raison. C'est l'un des plus grands malentendus de notre culture. Antonio Damasio, neurologue à l'Université de Californie du Sud,
a étudié des patients ayant subi des lésions dans les zones cérébrales qui traitent les émotions. Ces patients avaient une intelligence parfaitement intacte, un raisonnement logique impeccable. Et pourtant, ils étaient incapables de prendre des décisions, même les plus simples, parce que les émotions, bien loin de parasiter la raison, fournissent les données essentielles sur lesquelles la raison s'appuie pour trancher. Si tu n'as pas accès à tes émotions avec précision, si tu ne sais pas ce que tu ressens vraiment face à une situation, une opportunité, une relation, tu prends tes décisions à moitié aveugles. C'est grave, non? Tu t'appuies sur des données incomplètes et tu te demandes pourquoi tu fais parfois des choix qui semblaient logiques sur le papier, mais qui ne te correspondent pas du tout dans la réalité. Le deuxième coup, ce sont tes relations. Les relations intimes, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, demandent une capacité à communiquer ce qu'on vit intérieurement. Pas parfaitement, pas avec éloquence, mais avec suffisamment de précision pour que l'autre puisse vraiment te rejoindre là où tu es. Si le seul outil que tu as c'est « je ne vais pas bien » ou « je suis stressé » ou « laisse tomber, c'est rien », tu rends la connexion réelle presque impossible. L'autre ne peut pas t'atteindre parce que tu ne lui donnes pas les coordonnées. Et toi, tu te retrouves seule, même entourée, incomprise même par des gens qui t'aiment sincèrement et qui voudraient être là pour toi. Le troisième coup, c'est ton rapport à toi-même. C'est le plus insidieux. Parce que si tu ne sais pas ce que tu ressens, tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Et si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, tu ne peux pas le demander. Tu ne peux pas aller le chercher. Tu ne peux pas construire une vie qui corresponde vraiment à qui tu es. Parce que tu n'as pas encore accès à toutes les informations nécessaires pour savoir qui tu es vraiment. Tu finis par optimiser une vie qui n'est pas tout à fait la tienne, avec une efficacité redoutable, dans une direction qui n'est peut-être pas vraiment la tienne. Comment on développe ce vocabulaire? Comment on réapprend à nommer avec précision ce qui se passe à l'intérieur? La réponse est à la fois décevante dans sa simplicité et radicale dans sa profondeur, en s'arrêtant pour chercher le mot juste, régulièrement, délibérément. Pas comment je vais en 2 secondes avant de passer à autre chose, mais vraiment chercher, fouiller, aller sous le premier mot qui vient, qui est presque toujours le mot par défaut, le mot de surface, et demander « Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis, de plus honnête, de plus proche de ce que je vis vraiment? Est-ce que c'est de la tristesse ou de la nostalgie? Est-ce que c'est de la colère ou de la déception? Est-ce que c'est de l'anxiété ou de l'excitation déguisée? Est-ce que c'est de la fatigue ou de l'ennui profond? Est-ce que c'est du stress ou de la honte? Ces distinctions ne sont pas des nuances pour les gens qui ont trop de temps libre. Ce sont des informations vitales sur toi-même. Et pour faire un travail de précision, il faut un espace. Un espace où le temps s'arrête suffisamment longtemps pour qu'on puisse descendre sous la surface. Où personne ne te demande une réponse rapide. Où tu n'as pas à être productive, efficace ou présentable. Un espace où tu peux chercher le mot juste sans pression, sans jugement et sans avoir à en faire quelque chose immédiatement. Je te laisse avec une expérience à faire ce soir, une seule. Avant de t'endormir, prends 2 minutes, pas plus, et pose-toi cette question avec une honnêteté radicale. Qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti aujourd'hui? Pas globalement, précisément, et refuse le premier mot qui vient, si tu sens qu'il ne couvre pas tout. Cherche le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que quelque chose sonne juste à l'intérieur. Tu vas peut-être te rendre compte que tu n'as pas les mots, que tu cherches et que ça ne vient pas. Et c'est exactement là que commence quelque chose d'important. La semaine prochaine, on va parler de ce qui se passe dans les premières secondes qui suivent une émotion forte. Une fenêtre très précise que la science a identifiée
et que la plupart d'entre nous ratent systématiquement. Et pourquoi rater cette fenêtre change tout à la façon dont l'émotion s'installe dans ton corps et dans ta mémoire. Si cet épisode a touché quelque chose de réel en toi, prends 5 secondes pour laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et envoie cet épisode à une femme dans ta vie qui en a besoin. Elle se reconnaîtra. Moi, c'est Lina. Écoute ce qui vibre en toi et cultive ton espace. À la semaine prochaine!